Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel, celui de votre marque employeur ou plus précisément de votre personal branding ou les deux, puisqu'effectivement, à mon sens, le personal branding conditionne très très fortement votre marque employeur, du moins l'implication des collaborateurs sur LinkedIn, sur tout un tas de réseaux va forcément permettre à votre entreprise de gagner en visibilité et d'être beaucoup plus attractive. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre cette conférence, ce webinaire. Bonjour Cynthia, bonjour Virginie, bonjour Hélène, bonjour Louisa, bonjour Corinne, etc., etc. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, comme par hasard, à Paris, je ne sais pas où vous êtes situés pour la plupart, mais à Paris, il vient tout juste de se mettre à pleuvoir au moment où on vient de lancer la conférence. Je ne sais pas si c'est ainsi. En tout cas, voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Guillaume Couder, je travaille sur les sujets liés à la marque employeur depuis 2009. J'ai créé en 2009 un blog, marqueemployeur.net, qui traite de tout un tas d'actualités dans le domaine RH et sur le monde du travail. J'ai contribué à pas mal de bouquins comme Marque employeur, mode d'emploi ou le dernier cahier des tendances RH, qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, édité par Parlons RH, que je remercie d'ailleurs de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Par le passé, j'ai travaillé dans des grands groupes comme Orano, comme Total Energy, et aujourd'hui, je suis un peu un slasher qui cumule différentes casquettes. D'un côté, je travaille chez Agorize, qui met à disposition des plateformes collaboratives, notamment pour animer des réseaux de collaborateurs, des réseaux d'étudiants et permettre justement à ces entreprises de recruter. Et en parallèle, je crée tout un tas de contenus pour des plateformes comme Glassdoor, le site de recrutement de Decathlon. J'interviens à HEC, à Sciences Po, et je réalise aussi des vidéos métiers comme aujourd'hui avec Île-de-France Mobilité, ainsi que des podcasts. Vous en voyez un notamment, l'influenceur avec un grand H, qui donne des conseils aux candidats sur leur parcours de carrière. Je vous propose qu'on reste évidemment connecté. C'est d'ailleurs le propos principal de cette conférence. L'identifiant, c'est @marqueemployeur. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je vous ai prévu une petite story Instagram avec un sondage. Je vous propose d'aller le découvrir, ce sondage, et je serais très curieux sur le compte du coup @marqueemployeur de découvrir vos réponses. Allez, c'est parti. D'abord, je vous ai préparé une petite surprise. Je pense qu'en cette fin de journée, tout le monde apprécie les surprises. Alors, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de son. J'ai l'impression que ouais, ça fonctionne pour tout le monde. N'hésitez pas sinon à me le mentionner dans le chat et à poser vos questions aussi via le petit onglet questions avec le point d'interrogation en bas à droite. Donc, je le disais, je vous ai prévu un petit cadeau et pour cela, il faudra tout simplement participer au quiz qui arrivera du coup à la fin de l'intervention. Alors, j'aime bien commencer mes interventions par cette citation de Magali Blanchet, qui est responsable de la communication chez Harmonie Mutuelle, qui, lors d'une conférence de presse, a dit: quand on vit une expérience positive, on a envie de la partager. Et c'est clairement notre réflexe lorsqu'on part en vacances, qu'on a un beau paysage, une belle plage, une belle montagne, de prendre une photo, de prendre une vidéo et de partager ça avec nos amis, avec notre famille. Et clairement, ce réflexe, on devrait toutes et tous l'avoir au niveau professionnel. En gros, si demain, l'ensemble de vos collaborateurs prenaient en main justement ces réseaux sociaux et partageaient leurs expériences positives, il peut s'agir par exemple de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, d'un pot de départ, d'une réussite avec un client, je peux vous assurer que vous gagnerez en visibilité immédiatement et vous réussirez évidemment beaucoup plus facilement à recruter. Je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Le contexte du recrutement, il est assez anxiogène actuellement. C'est vrai que les recruteurs ont du mal à trouver des talents pour pourvoir à leur poste. C'est un peu compliqué, de sorte qu'on est clairement dans une opération séduction. Les entreprises, les organisations rivalisent d'ingéniosité, de créativité pour proposer les meilleures initiatives possibles, celles qui auront le plus d'impact auprès de nos chers candidats. La preuve en exemple avec ce petit affichage que j'ai vu sur un taxi, un taxi parisien un jour. Airbus qui communique sur ce taxi comme quoi il recrute. Donc si même Airbus en est, entre guillemets, je ne critique pas évidemment les initiatives de l'entreprise, mais on est, entre guillemets, réduit à communiquer sur des taxis, c'est que vraiment, il y a un sujet. Pour autant, le recrutement reste une fonction, une profession épanouissante, en tout cas plus épanouissante que les autres professions au sens large. On le voit, les recruteurs sont globalement heureux de travailler sur leur secteur d'activité. Ils sont 78% à être satisfaits, pour être précis, alors que 72% des professionnels en général sont heureux.
On parle depuis quelques années, ça fait quand même pas mal de temps qu'on nous rabâche ce terme-là de guerre des talents. En gros, qu'est-ce qui fait qu'un candidat ou une candidate s'oriente vers une entreprise, vers un employeur plutôt qu'un autre? Et à savoir, du coup, pour poser la question de savoir qui des candidats ou des recruteurs sont en position de force, la réponse n'est pas si évidente. Quand on regarde, on voit que les candidats, d'un côté, pensent que ce sont les recruteurs qui ont le pouvoir, alors que les recruteurs pensent que ce sont les candidats qui ont le pouvoir. Ces candidats, ils n'ont jamais été aussi, on va dire, anxieux par rapport à leur avenir. Ils se posent beaucoup de questions. Ils ont envie de s'orienter vers la meilleure entreprise pour eux. À l'inverse, les recruteurs ont du mal à capter ces candidats. Donc, il y a peut-être un souci, justement, d'adéquation entre les candidats anxieux d'un côté, qui ne se sentent pas en position de force, et les recruteurs de l'autre, qui, eux, non plus se sentent pas en position de force. Et pour moi, le lien, justement, qui pourrait, et qui d'ailleurs réunit ces deux parties, c'est clairement la création de contenu. C'est le fait de produire des contenus, que ce soit du podcast, de la vidéo, des choses plutôt rédactionnelles, des articles conseils, par exemple, sur les sites carrières, tout un tas, en fait, de contenus qui vont permettre de rassurer ces candidats anxieux et de les orienter vers la meilleure carrière possible. À partir du moment où vous créez un contenu qui vient rassurer les candidats, forcément, ils vont s'intéresser à votre entreprise. C'est ce qu'on appelle l'inbound recrutement. Vous créez un contenu désintéressé, mais pour autant intéressant pour les candidats. De ce fait, à partir du moment où c'est vous qui avez créé ce contenu, ils vont s'intéresser à votre entreprise. Je vous propose de reprendre vos questions en fin d'intervention. Vous pouvez les poser sous l'onglet questions, puisque je vois que certaines arrivent déjà. Alors, j'ai deux définitions de la marque employeur. Je vous partage la première que j'ai utilisée pendant pas mal d'années. C'est celle de l'identité perçue d'une entreprise en tant qu'employeur. Derrière cette notion de marque, il y a évidemment cette notion d'identité. Quand vous prenez une marque comme Apple, comme Nike, comme Adidas, vous percevez cette identité. Et ce qui est assez rassurant sur cette définition, c'est que c'est une identité qui est perçue. Ça fait appel à votre perception. Et votre perception, elle évolue, elle peut changer du tout au tout assez rapidement. À partir du moment où une marque communique différemment, votre perception de cette marque peut évoluer. Et je vous ai mis entre parenthèses ce qui constitue justement les critères d'attractivité actuels des talents. On a notamment l'ambiance de travail, la politique de rémunération, les opportunités d'évolution, et je l'ai mis en gras les engagements sociétaux et environnementaux. Ça, c'est clairement quelque chose qui est très important pour les candidats actuellement. On va y revenir. Pour autant, et c'est le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, j'ai une deuxième définition qui m'est d'ailleurs venue en tête un matin au réveil. Je me suis dit, mais en fait, la marque employeur, est-ce que ce ne serait pas ça finalement? Et du coup, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser que la marque employeur se résume au cumul des marques personnelles des collaborateurs d'une entreprise. Aujourd'hui, à mon sens, une entreprise ne peut pas toute seule porter les messages de recrutement. Il faut absolument sensibiliser, accompagner les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise dans ces messages à véhiculer. Prenons un petit exemple. Vous avez une entreprise qui a une page LinkedIn. Déjà, il faut avoir une page LinkedIn, ce qui n'est pas forcément évident et toutes les entreprises n'en ont pas. Vous avez une entreprise qui a une page LinkedIn, imaginons qu'elle ait 10 000 abonnés sur cette page LinkedIn. On est d'accord, c'est déjà pas mal d'avoir 10 000 abonnés sur une page entreprise LinkedIn. Donc, vous publiez un message sur votre page entreprise LinkedIn, il a potentiellement donc la chance d'avoir 10 000 vues, voire un petit peu plus s'il est partagé, etc. Ces personnes qui voient passer ce message LinkedIn sur une page entreprise, déjà dans leur tête, ils se disent ce message, il a été travaillé par l'entreprise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir votre page LinkedIn, ce n'est pas du tout l'idée. Mais on a quand même des petites réticences. On se dit le message est ultra travaillé puisqu'il est diffusé sur une page corporate. Alors qu'en parallèle, vous avez potentiellement, je ne sais pas, 5, 10, 20, 200, 1000, 10 000 collaborateurs qui travaillent au sein de votre entreprise et qui, chacun et chacune d'entre eux, ont également un réseau qui peut être assez intéressant. En gros, chaque collaborateur a en moyenne quelques centaines de personnes connectées à lui ou à elle, parfois des milliers de personnes qui sont connectées à ces individus. Et vous imaginez du coup la portée de votre poste si, en complément de votre page LinkedIn, il était diffusé sur les pages des collaborateurs de votre entreprise. La visibilité serait décuplée. Et d'un autre côté, les messages qui sont diffusés sur les pages des collaborateurs, d'individus humains, sont considérés comme plus crédibles par les personnes qui les reçoivent. Donc moi, je vous encourage vraiment à sensibiliser
vos collaborateurs et en faire des ambassadeurs de votre entreprise. C'est un terme que vous connaissez très probablement. Aujourd'hui, la plupart des choses au niveau recrutement se jouent en ligne. Par le passé, clairement, on était sur des formats papier-crayon, bottin, on passait des appels à des alumni après avoir identifié leur nom, leur fonction sur un annuaire, ce genre de choses. Aujourd'hui, tout se joue en ligne, donc il faut absolument, absolument, absolument investir tous les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui en ligne. Je parlais de LinkedIn tout à l'heure, je pense à des plateformes comme Glassdoor, comme Choose My Company, comme tout simplement les réseaux sociaux au sens large, qui d'ailleurs, ces réseaux sociaux, vous offrent une véritable tribune sur Google. Quand vous créez une page entreprise sur un réseau social, qu'il s'agisse d'Instagram ou de Twitter par exemple, vous vous assurez d'arriver en première page Google et votre contenu, vous le maîtrisez. Si vous ne créez aucune visibilité en ligne, le risque que vous prenez, c'est que des gens parlent de vous sur des plateformes, je parlais justement de Glassdoor tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quelle autre plateforme, et que ces personnes-là, du coup, puissent dire ce qu'elles veulent sur vous et vous ne maîtrisez pas le contenu. L'avantage d'investir les réseaux sociaux, c'est que vous vous garantissez d'apparaître sur les premiers résultats de recherche Google parce que tout simplement, les réseaux sociaux sont très bien référencés sur Google. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Si on fait un petit flashback sur ces deux notions de employer branding, donc la version anglaise de marque employeur, et la notion de e-réputation qui rejoint d'ailleurs celle de personal branding, on voit que les résultats de recherche Google, en tout cas les volumes de recherche Google, ont commencé à vraiment s'intensifier à partir des années 2007, 2008, 2009. Et ça, alors j'allais vous poser la question, mais vous êtes quand même très nombreux connectés, plus d'une centaine. Je suis très heureux d'ailleurs de vous accueillir. 2007, 2008, 2009, ça correspond à une chose. Ça correspond à l'arrivée de la génération Y sur le marché du travail. J'en suis moi-même témoin puisque je fais partie de cette génération Y, j'ai 35 ans et donc 2007, 2008, 2009 correspondent aux années pendant lesquelles j'ai commencé à chercher un boulot et c'est vrai que les employeurs disaient bah, la génération Y change d'entreprise comme de chemise, elle est ultra individualiste, elle ne pense qu'à elle, elle a une aversion au management, etc. Et donc, c'est cette génération Y qui est venue challenger les entreprises sur leur propre terrain et qui les ont incitées, du coup, ces entreprises à développer leur marque employeur, à développer des messages attractifs pour attirer les talents, à s'appuyer en fait tout simplement sur les techniques classiques du marketing pour attirer des talents. De sorte que, avant cette période-là, on sélectionnait passivement des candidats en recherche active. C'était finalement assez simple, bon, je caricature, hein, mais d'être recruteur, c'était plutôt une position assez, on va dire, confortable. Et aujourd'hui, on sélectionne activement des candidats en recherche passive. Dans le recrutement, il faut absolument se bouger aujourd'hui. Il y a quand même un gros, gros challenge. Alors, pour moi, le métier de recruteur est devenu beaucoup plus intéressant qu'il pouvait l'être par le passé. Il y a un vrai challenge à atteindre, il y a toute une stratégie à mettre en place. Et donc, voilà, il n'y a jamais eu autant de sens dans ce métier-là qu'aujourd'hui. Alors, on parle pas mal de grandes démissions depuis ces derniers temps, de quiet quitting aussi, de ces démissions silencieuses, de tous ces collaborateurs, de ces collaboratrices qui quittent leur entreprise, qui n'hésitent plus à le faire, en tout cas qui hésitent moins. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Eh bien, il y a deux éléments de réponse. Il peut y en avoir plus d'ailleurs, je serais très heureux d'en discuter avec vous. Le premier élément de réponse, c'est le suivant. C'est celui évidemment de la pandémie, de la crise Covid, qui du coup a occasionné un confinement et du coup de nouvelles attentes. Je ne sais pas vous, mais moi pendant le confinement, je me levais le matin et j'avais le choix de savoir comment j'allais occuper ma journée. J'avais le choix de lire des bouquins de développement personnel, j'avais le choix de jouer à la console de jeu, j'avais le choix de faire un petit tour dans le quartier avec mon attestation, j'avais le choix d'appeler des amis, de réfléchir en tout cas à ce que je voulais faire. En tout cas, j'avais le choix d'organiser ma journée comme je le souhaitais. Et du coup, beaucoup de candidats, candidates et salariés d'ailleurs ont aussi eu ce choix de réfléchir à leur vie, de réfléchir à ce qui leur plaît au quotidien. Et c'est ça qui a occasionné ces nouvelles attentes. Et quand on fait le parallèle entre ces nouvelles attentes et les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises, alors le secteur de la santé, de l'hôtellerie et de la restauration en tête, mais aujourd'hui tous les secteurs d'activité, eh ben on comprend qu'aujourd'hui les candidats voilà, ou plutôt les salariés qui sont en entreprise, sont en position de force. Ils ont la possibilité de quitter leur entreprise et de trouver un autre job beaucoup plus facilement qu'avant et clairement, ils en jouent. Voilà, je lirai vos réactions juste après et je suis très content que ça lance le débat.
Alors, la question, c'est est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que la tendance, justement, grande démission, quiet quitting, et cetera, est-ce que ça va perdurer ou pas? Eh ben, la réponse, selon des enquêtes, et une enquête Glassdoor le prouve, je l'ai reçue encore très récemment, prouve que ça va s'intensifier. On va avoir des attentes des candidats qui vont s'accélérer en termes de télétravail, de flexibilité, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, des attentes qu'on connaît, mais qui vont perdurer et s'intensifier. De plus en plus de candidats vont jouer justement de leur position de force, même s'ils n'en ont pas conscience aujourd'hui et qu'ils sont anxieux, ils vont bien comprendre à un moment donné qu'ils le sont en position de force. Alors, je vais, d'ailleurs adapter, hein, mon discours aux TPE et aux PME. Vous faites bien de me le faire remarquer. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ça vaut aussi pour les TPE et les PME. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent les TPE et les PME, et à raison, hein, moi-même d'ailleurs, je suis créateur d'une toute petite entreprise, on se dit: «Mais en fait, nous, on n'a pas les moyens des grands groupes. C'est compliqué pour nous. Comment est-ce qu'on peut s'adapter?» et cetera. OK, vous n'avez pas les moyens des grands groupes, mais vous n'avez pas non plus les mêmes volumes de recrutement que les grands groupes. Si je prends l'armée de terre, par exemple, ils ont 16 000 soldats à recruter par an. Si je prends un Carrefour, c'est à peu près du même ordre tous les ans. Si je prends un AXA, c'est pareil, on est sur des milliers de candidats à recruter chaque année. Les TPE et les PME, vous avez des volumes moindres. Donc, avec un minimum d'action, je peux vous garantir que vous allez pouvoir assumer, on va dire, ces besoins en recrutement. Et j'accompagne pas mal de boîtes justement sur le sujet. Je peux vous garantir qu'on a des résultats intéressants. Je continue du coup avec le sujet, voilà, des principales causes de grande démission, et je vous ai parlé de flexibilité, mais on a aussi la culture. La culture, c'est vraiment le sujet qui importe le plus aujourd'hui nos chers candidats et salariés. Le bien-être au travail, la quête de sens qui est forcément très très importante aujourd'hui, on en parle beaucoup. La flexibilité, il n'y a pas que le télétravail d'ailleurs qui apporte de la flexibilité. Vous avez certainement entendu parler de cette semaine de 4 jours et plein d'autres concepts de ce type. En tout cas, aujourd'hui, il faut absolument travailler sur ces éléments, sur les conditions de travail qui vont faire la différence. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur les attentes des candidats, les critères d'attractivité de ces candidats que vous recherchez aujourd'hui en fonction de certains types de profils. Là encore, l'objectif, c'est d'adresser un grand nombre d'entreprises, hein, parmi vous. Je sais qu'il y a des grosses boîtes, il y a des toutes petites structures. Pour les entreprises qui cherchent particulièrement des profils bac plus 4 et 5, globalement, ces bac plus 4 et 5 nous disent qu'ils sont intéressés par des grands groupes installés dans des grandes villes, des grandes métropoles, avec la possibilité de carrière à l'international, avec une bonne rémunération, etc. En tout cas, de grosses boîtes, et c'est un peu ce qu'on leur promet à l'école. Mais quand on pose la question à des profils moins diplômés, des bac plus 2 et 3 par exemple, ou même lorsqu'on descend encore un petit peu, eh ben, on tombe sur des profils qui sont beaucoup plus ouverts en fait à des structures qui seraient de taille moyenne ou de plus petites structures, des entreprises qui sont installées dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Donc, vous comprenez un peu la dynamique. Les entreprises qui ont du mal à recruter des bac plus 4 et 5, moi, je les encourage vivement à s'orienter vers des profils bac plus 2 et 3, voire un petit peu moins diplômés. Et c'est d'ailleurs ce que font certaines grosses boîtes. Je vous prends deux exemples. Le premier, c'est celui de Richebourg. De Richebourg, un gros groupe industriel. Et le deuxième, c'est celui du groupe BPCE. Et bien, toutes ces entreprises, enfin, ces deux entreprises ont créé un CFA, un centre de formation d'apprentis. Et ce CFA leur permet de recruter des candidats profil bac plus 2 et 3 pour les former à des métiers qui habituellement sont accessibles à des bac plus 4 et bac plus 5. Et je peux vous garantir que ça, c'est hyper différenciant. Ça intéresse ces candidats qui, de base, ne sont jamais adressés, ou en tout cas très peu adressés par les grands groupes. Et bien là, lorsqu'on leur propose de les former, d'obtenir une certification, d'obtenir un diplôme, et en plus d'acquérir derrière, enfin de prétendre à un métier auquel ils n'auraient jamais pu prétendre par le passé, ben ça fait la différence. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je donne. Et ce débat-là, des attentes. Il arrive sur le terrain public avec, par exemple, des stories comme celle d'Hugo Décrypte ici. Débat d'hier, voilà, le salaire et les avantages sont-ils vos premiers critères de choix d'un emploi? Eh bien, la majorité des gens répondent non. Il y a d'autres critères aujourd'hui qui leur importent un petit peu plus, et ces critères, les voici. Vous allez voir du coup qu'entre les différents types de profils présentés ici, on a des critères assez communs, hein, des dénominateurs communs. En plus, les couleurs nous aident à les repérer, comme les perspectives de futurs revenus élevés, qui arrivent dans le top 3 de ces trois profils. Mais on a aussi et surtout un travail ambitieux et challengeant. Ça, c'est dans le top 2
de ces trois profils, la diversité des missions, les bonnes références pour ma future carrière. On a aussi l'ambiance de travail, vous le voyez, il est dans le top 5 côté ingénieur et côté IT. Et d'ailleurs, cette ambiance de travail agréable, c'est le critère numéro 1 pour nos étudiants de Bac+2 et 3. Donc, si aujourd'hui, en tant que petite structure ou d'ailleurs moyenne ou même grande entreprise, vous n'avez pas de, on va dire, de salaire ultra compétitif à proposer, qu'on vous challenge, on va dire, sur votre politique de rémunération, bah, mettez en avant d'autres atouts. C'est aussi simple que ça. Pour les mettre en avant, on va voir du coup comment faire. On va impliquer évidemment les collaborateurs. On y viendra juste après. Le lien sera fait entre marque employeur et personal branding. Le télétravail, c'est quelque chose qui fait pas mal paniquer les entreprises, hein. J'imagine que parmi vous, certaines sont régulièrement challengées par les candidats. Il faut savoir que quand on est candidat, on postule même si le télétravail n'est pas proposé. En tout cas, en grande majorité, la plupart des candidats disent je postule. Ce n'est pas un élément bloquant pour moi le fait qu'il n'y ait pas de télétravail. Encore une fois, dans leur tête, ils ne se sentent pas en position de force. Ils sont anxieux. Donc, ils sont capables d'accepter un job qui ne propose pas de télétravail. Par contre, lorsqu'ils deviennent actifs, ces candidats, bah là, tout change. En tout cas, on a une grosse proportion d'actifs qui ne sont pas prêts à accepter un job qui n'a pas de télétravail. Donc, voilà, télétravail ou pas, je pense que voilà, la question est assez vite répondue, comme dirait un grand philosophe des temps modernes. Il faut absolument proposer soit du télétravail ou si ce n'est pas possible, je vois par exemple des entreprises qui travaillent dans le domaine du BTP et le télétravail, c'est clairement quelque chose de compliqué à mettre en œuvre, mais d'ailleurs dans le domaine bancaire aussi, hein, on ne peut pas déplacer tous les matériels informatiques sécurisés, on ne peut pas les déplacer au domicile des salariés. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut proposer de format de travail flexible, en gros. On ne peut pas proposer le télétravail, mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres avantages qu'on peut mettre en avant. Alors, je n'ai pas la vidéo là, on a téléchargé la présentation sur un format PDF, mais vous avez certainement vu passer cette remise des diplômes d'AgroParisTech l'année dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, vous pouvez toujours taper AgroParisTech remise des diplômes sur Google après l'intervention. Et vous verrez du coup cette vidéo sur laquelle on a un collectif d'étudiants qui vient chercher son diplôme et qui dénonce en fait tout simplement un système, qui pollue, qui n'est pas vertueux, qui est défavorable à l'environnement, qui n'intègre pas les minorités, etc., etc. Et donc, eux sortent d'une grande école d'ingénieurs et dénoncent ce système et affichent leur choix de rejoindre des métiers, des entreprises plus alternatives avec des fonctions sur lesquelles on ne les attendait pas, ces profils Bac+5. Tout ça pour vous dire que le sujet du sens au travail et globalement de la RSE a de plus en plus d'importance pour nos candidats. Du coup, il y a quelques enquêtes qui posent ces questions. Quelle catégorie considérez-vous comme la plus importante dans le cadre d'une recherche d'emploi? Pour 57% des candidats, ce sont les engagements sociaux. On descend ensuite avec les engagements économiques et ensuite sur les engagements environnementaux. Voilà, la présentation, vous pouvez, quoi qu'il arrive, la télécharger directement en ligne. N'hésitez pas à le faire. Je vous demanderai simplement de la garder pour vous, qu'elle reste confidentielle. Mais voilà, tout simplement, vous pouvez la télécharger pour identifier le top 5. Je ne vais pas entrer dans le détail ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette slide-là. Quand on pose la question du coup au candidat de savoir si la rémunération et le poste proposé sont, on va dire, intéressants, est-ce que j'accepterais ou non une offre d'emploi? En gros, est-ce que la rémunération et le poste proposé peuvent compenser un déficit de RSE? Eh bien, la majorité des candidats se prononcent favorablement. Ils se disent oui, effectivement, j'irai vers une entreprise dont la rémunération et le poste proposé sont intéressants, même si elle n'est pas suffisamment investie. Mais voilà, ce sont quand même des sujets importants qui peuvent faire la différence. Donc voilà, on parle beaucoup de sens au travail et le sens au travail, pour en donner une définition, c'est finalement l'alignement entre nos valeurs personnelles et les valeurs professionnelles. Autant par le passé, on laissait notre vie personnelle sur le palier de la porte en entrant dans l'entreprise et on les reprenait après en ressortant, autant aujourd'hui, tout est mélangé. De sorte que les candidats qui sont investis sur certaines causes, je ne sais pas, la cause animale, la cause, le droit des femmes, enfin tout un tas de causes que vous pouvez imaginer et sur lesquelles vous êtes probablement d'ailleurs déjà investis, bah, ces causes, vous aimez bien les retrouver en fait sur votre lieu de travail ou surtout, vous n'avez pas envie que
votre entreprise aille à contresens avec les causes qui vous sont chères. Et donc, les candidats aujourd'hui, plutôt que de faire des bilans de compétences, comme ça pouvait être le cas il y a encore quelques années, c'est d'ailleurs toujours le cas dans certaines boîtes, ils vont écouter des podcasts, ils vont lire des contenus et ils vont travailler sur leur ikigai. Ils vont réfléchir en termes de ce pourquoi ils sont doués, qu'est-ce qu'ils ont comme don depuis leur plus tendre enfance, ce qu'ils aiment dans la vie. On va parler de goût, voilà, qu'est-ce que j'aime. Ce dont le monde a besoin, là on est vraiment sur le côté, voilà, pour moi, quelles sont les choses dont le monde a besoin. Je vous parlais de différentes causes juste avant. Et en gros, en cumulant ces trois éléments, on va essayer de trouver tout simplement un métier avec lequel on va être payé. Et donc voilà, ces candidats, ces étudiants et ces salariés d'ailleurs travaillent sur leur ikigai. J'ai ici plusieurs petits parcours à vous présenter. J'ai notamment Émilie, par exemple, qui est une élève d'une école de communication qui fait son alternance au sein d'une entreprise qui fait du fast-food. Émilie, il faut savoir qu'elle ne mange pas de viande. Elle est végétarienne et elle travaille dans une grande chaîne de fast-food. Donc déjà, ce n'est pas forcément évident. Le lien n'est pas forcément évident. Mais pour autant, elle y trouve son compte en fait de travailler dans cette entreprise parce qu'elle propose des initiatives particulièrement impactantes, notamment le fait de recycler les mégots. Et ça, cette initiative qu'elle a proposée a été acceptée par l'entreprise. Donc, elle s'en satisfait et elle reste au sein de cette boîte. J'ai un deuxième parcours, c'est celui de David. David, c'était un ancien camarade de classe avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui sur la création de podcasts et de vidéos métiers, j'entends. Et David, pendant ses études, il a monté son entreprise. Il a créé sa boîte pour voilà, créer des sites web. C'était vraiment sa spécialité au début. Et tout ça, il a pu le faire à distance. Donc, il a adopté un mode de vie de digital nomade en faisant le tour du monde. Il répondait aux besoins de ses clients. Et aujourd'hui, lorsqu'il est donc revenu en France et a fondé une famille, il ne s'est pas installé à Paris, il s'est installé à la montagne, tout simplement pour continuer à avoir un mode de vie flexible. Et puis, le dernier portrait, c'est celui de Justine. Justine, c'est une de mes élèves de l'ISCOM, une grande école de communication. On a fait une visite avec Justine et les élèves de la classe. Donc, il y avait une bonne dizaine d'élèves avec lesquels on est allé visiter une entreprise qui s'appelle Extia. Extia, c'est une petite entreprise. D'ailleurs, je ne sais pas si certaines personnes parmi vous connaissent cette boîte, mais c'est certes une petite entreprise par la taille, mais grande entreprise par les ambitions et par, on va dire, les qualités humaines. C'est une entreprise qui est labellisée Great Place to Work chaque année, qui figure chaque année dans le top 3 des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler sur une certaine catégorie sur un certain volume de salariés. Et en fait, ce qui a particulièrement marqué les étudiants et les étudiantes ce jour-là, c'est ce test de recrutement que vous voyez en bas à droite sur l'écran. Ce test de recrutement qui est en fait un jeu de cartes. On vous propose des cartes, vous en sélectionnez 3 et le débat s'engage autour de ces 3 cartes qui, par exemple, mentionnent la liberté, donc désir de liberté, de pouvoir, de statut, de ce que vous voulez. Je vois des pouces levés. Et donc, voilà, le débat, enfin disons l'échange de recrutement se mène autour de ce jeu de cartes. Et ça a particulièrement séduit Justine qui, et là on va faire le lien du coup avec le personal branding, qui a postulé immédiatement après avoir fait la visite. En fait, Justine, avant, elle travaillait dans un grand groupe. Elle est diplômée Bac+5, donc c'est un peu, on va dire, logique quand on est diplômé Bac+5 que d'être intéressé par des grands groupes. Et pour autant, bah voilà, là, elle a été séduite parce que l'entreprise s'est ouverte à elle. Et immédiatement après avoir intégré la boîte, vous voyez son profil, elle a un bandeau qui est donc charté Extia. Son titre de poste et charté Extia aussi avec la mention du fait qu'ils sont deuxième au palmarès Great Place to Work. Et surtout, dans la foulée, elle a fait un post LinkedIn qui, lui, ce post LinkedIn, a été liké par pas mal de personnes chez Extia. Vous voyez, par exemple, qu'il y a des visages comme Emmanuel Païs, qui est la DRH d'Extia, vous avez Benjamin Marin, le responsable de la communication, et vous avez surtout Arnaud Frey, qui est le patron fondateur d'Extia. Et parmi les 82 que vous voyez là à droite, eh ben, il y a plein de gens de chez Extia. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est déjà d'entrer en relation les uns avec les autres sur LinkedIn au sein de votre entreprise. De sorte que lorsqu'un collaborateur, une collaboratrice poste quelque chose sur LinkedIn, vous le voyez ce post, vous le likez, potentiellement vous le commentez, et LinkedIn adore les posts qui performent dans les premières minutes de publication. Donc si en postant quelque chose sur LinkedIn, vous êtes certaine de pouvoir compter sur vos collègues, pour avoir des likes et des commentaires, eh ben, vous vous garantissez une visibilité, une super visibilité sur LinkedIn. Et c'est vraiment ça le secret d'une bonne marque employeur aujourd'hui. La marque employeur, elle se résume aujourd'hui très souvent, dans de plus en plus de boîtes, à un recrutement au potentiel.
On recrute de moins en moins en fait sur des compétences techniques. En tout cas, ce qu'on affiche, c'est le venez comme vous êtes de McDo, mais version recrutement. C'est vous avez des qualités humaines intéressantes. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Et après, lors de l'entretien de recrutement, libre à nous de valider les compétences techniques qui sont importantes pour un poste. Mais dans ce qu'on affiche, dans la visibilité qu'on se donne, on va montrer que ce sont les personnalités des candidats qui nous intéressent. Ce recrutement au potentiel, c'est une vraie tendance. Et quand on pose la question aux étudiants de savoir quels sont leurs traits de personnalité, eh ben, ils nous répondent ça. Le premier, c'est celui d'être consciencieux. Le deuxième, celui d'être empathique. Et le troisième, celui d'être ouvert. Si dans vos entreprises, vous recrutez des candidats et des candidates dont les traits de personnalité doivent être les suivants, consciencieux, empathique, ouvert, etc., eh ben, n'hésitez pas à réutiliser ces termes dans vos offres d'emploi parce que ces termes parlent aux candidats, parlent en tout cas aux étudiants qui, pour la plupart, vont devenir jeunes diplômés. Et donc, s'ils se reconnaissent justement dans ces traits de personnalité, ils vont forcément adhérer à votre propos derrière. Ils vont se dire, mais en fait, cette offre d'emploi, c'est tout moi. Et si on va un peu plus loin maintenant sur les savoir-être, les fameuses soft skills, dont on parle beaucoup, la première soft skills, le premier savoir-être qui ressort de la bouche des étudiants, c'est celui de la coopération pour à peu près la moitié d'entre eux. C'est quand même assez énorme. C'est-à-dire que vous avez un candidat sur deux qui se considère comme coopératif lorsqu'il est dans une entreprise. Donc là encore, vous avez des sources d'inspiration que vous pouvez réutiliser derrière dans vos communications. Je termine un peu sur l'état de lieu des tendances. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Kiloutou, par exemple. Kiloutou, ils ont lancé une plateforme de recrutement type Doctolib. Cette plateforme de recrutement, il s'agit tout simplement de prendre rendez-vous avec un recruteur pour un entretien de 15 minutes sans avoir à télécharger ni CV ni lettre de motivation. Ça, je trouve ça assez fou et c'est quelque chose qui va devenir, je pense, de plus en plus tendance, en tout cas dans les entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Je passe assez vite là-dessus, mais il y a un travail, je pense, qui est important à mener aussi au niveau de sa marque employeur, c'est celui de reformuler ses offres d'emploi. Les offres d'emploi un peu à l'ancienne, il faut oublier, il faut devenir accessible. On l'a dit, les candidats aujourd'hui, ils sont anxieux sur le marché du travail. Ils ne savent pas trop de quelle manière faire le meilleur choix de vie professionnelle. Eh ben, l'offre d'emploi, ça doit être justement le reflet de la vie professionnelle que vous leur offrez. Une vie stimulante, palpitante, pleine de challenges, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser des modèles, à vous inspirer de ce que fait par exemple Leroy Merlin ici ou d'autres entreprises comme Burger King, même si ce n'est pas votre secteur d'activité. Vraiment, même si ce n'est pas votre secteur d'activité. Je ne vous dis pas de reprendre exactement les mêmes éléments de langage qu'un Leroy Merlin ou qu'un Burger King, mais en tout cas de vous inspirer d'une tonalité ou d'une approche qui est inclusive. On est avec vous, chers candidats, et on est là pour vous accompagner vers la meilleure carrière possible. Et preuve en est, on vous affiche même le process de recrutement qui est en œuvre au sein de notre entreprise. Vous le voyez avec le petit schéma qui est à droite là, de l'écran. Les entreprises, globalement, suivent cette tendance du recrutement au potentiel. Donc, on a des grands groupes comme Bouygues et Vinci. Je les ai mis côte à côte sur cette slide. J'espère qu'ils apprécieront. On a aussi du Century 21, du McDo, du Leroy Merlin, comme j'en parlais juste avant. Tous, en tout cas, aujourd'hui, prétendent recruter au potentiel. Et maintenant, c'est vrai que le temps que je prenne une petite gorgée d'eau, je vous propose un petit quiz. Un petit quiz sur un format de qui est-ce. Le jeu qui est-ce, vous le connaissez peut-être, c'est celui de deviner de qui il s'agit, d'un personnage en fonction de certaines caractéristiques physiques. Là, je vais tout simplement vous afficher quelques portraits. Et je vous propose de réagir dans le chat en me disant si vous reconnaissez ces personnes-là. Et d'ailleurs, ouais, je vois qu'en fait, la bonne réponse, elle apparaît sur le message d'avant, mais le hasard est complet. C'est effectivement Walt Disney. Et bravo à tous. Et j'en profite pour te saluer, Mamadou. Je suis très content de te retrouver. On était d'ailleurs élèves dans le même IUT, l'IUT de Sceaux, il y a un bon bout de temps. Très content que tu sois parmi nous. Donc voilà, Walt Disney, effectivement, qui a connu des débuts difficiles, qui s'est fait licencier, qui manquait en fait de créativité d'après son premier employeur. Je vous prends un deuxième personnage. Je ne sais pas si vous avez... non, ce n'est pas Churchill, c'est une autre personne, c'est un inventeur, et ça commence comme un chanteur de guitare, mais ce n'est pas un chanteur de guitare, et c'est donc Thomas Edison. Bravo, Roman. Le chanteur en question, c'était donc Ed Sheeran, évidemment. Donc, Thomas Edison, un grand inventeur qui, lui aussi,
ses premiers employeurs lui disaient que finalement, il n'était pas assez créatif, etc. Et donc, il s'est fait licencier, et tant mieux, puisque ça lui a permis derrière de créer pas mal de choses. Et puis, la dernière personne, la voilà, de qui il s'agit, Oprah. En vrai, en l'espace d'une demi-seconde, en général, les gens trouvent, et elle était considérée comme n'ayant pas de compétences pour animer des shows à la télé, etc. Alors qu'en fait, voilà, c'est juste devenue une des femmes les plus riches et les plus célèbres du monde en animant des shows à la télé. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est de connaître les outils principaux de la recherche d'emploi et surtout de ne pas focaliser sur certains outils qui sont a priori délaissés par ces candidats. C'est bien d'y être, il faut être partout à mon sens, hein. L'idéal, c'est quand même de mettre ses billes un petit peu partout, mais il y a quand même des endroits qui sont peut-être un petit peu moins tendance. Globalement, il faut rester investi sur les plateformes de recrutement, et c'est ce que la plupart des recruteurs font, puisqu'on le voit, 96% d'entre eux, en haut à droite, sont investis sur les plateformes de recrutement. Les services publics pour l'emploi aussi, etc., les sites carrières aussi. Mais quand on descend un petit peu plus bas, vous voyez par exemple que les salons emploi ne sont plébiscités que par 16% des candidats, ce qui reste quand même assez peu, alors que 43% des recruteurs les investissent. Mais seulement 16% aujourd'hui des candidats privilégient ce type de canal, et les job dating virtuels, je n'en parle même pas. En fait, il n'y a que 6% des candidats qui, a priori, sont intéressés par ces canaux-là. Moi, cette slide, elle m'intéresse encore plus. C'est celle des sources d'information. Avant même de postuler, où est-ce que les candidats vont aller chercher des informations? Le premier canal, c'est celui du site carrière des entreprises. Évidemment, on en a parlé d'ailleurs un petit peu juste avant. Le deuxième canal, et c'est un canal ultra différenciant, et je vous recommande vraiment d'investir ce sujet-là, c'est celui des articles en ligne. En gros, aujourd'hui, on a 57% des candidats qui vont aller chercher des informations en ligne sous forme d'articles sur votre site carrière ou ailleurs, alors que seuls 14% des recruteurs et des entreprises investissent ces formats-là. Donc, ça veut dire que c'est différenciant. Si vous proposez des articles en ligne, vous ferez partie des 14%. Donc, vous serez parmi les leaders. Et je prends un autre sujet qui est un petit peu plus bas, celui des avis de salariés en ligne. Là, c'est ultra différenciant aussi, puisque seuls 6% des entreprises investissent ces plateformes-là. Je parlais de Glassdoor tout à l'heure, par exemple. 6% des entreprises investissent ces plateformes, alors que 45% des candidats consultent les avis en ligne avant de postuler ou faire des articles en ligne. En vrai, ce que je vous propose, c'est qu'on reste connecté sur LinkedIn, on s'ajoute, et puis on pourra échanger autour de ça, parce que voilà, il y a plein d'éléments de réponse, et je comprends que vous ayez besoin d'être accompagné là-dessus, parce que ce n'est pas forcément évident. Les éléments de l'offre d'emploi les plus intéressants pour les candidats aujourd'hui, ce sont le salaire, la culture d'entreprise, les avantages financiers, etc. Tout ça, encore une fois, vous pourrez le télécharger sur ma présentation. Il faut absolument que tous ces éléments apparaissent sur votre offre d'emploi de manière structurée. Encore une fois, votre offre d'emploi, c'est un contenu avant d'être un relais vers le poste et vers le contrat de travail. C'est un contenu de sensibilisation des candidats, et un contenu qui va les convaincre que faire le choix de votre entreprise et de ce poste-là, c'est un bon choix de carrière. C'est un choix confort. Et donc, tous ces éléments, ça va permettre de leur garantir ce confort. Et des entreprises comme Lidl, par exemple, font le choix d'afficher très clairement le salaire auquel on est embauché et le salaire auquel on pourra prétendre dans les 2-3 prochaines années. Je vous invite aussi, à travers vos prises de parole sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou sur les offres d'emploi, etc., à ajouter des photos, à illustrer en fait ce que vous postez. Et ça, c'est important, puisque ça conditionne aujourd'hui le fait de postuler ou non. Voilà. Je vous invite aussi à réduire au maximum votre process de recrutement. En gros, 2 entretiens maximum. C'est ce qui est apprécié par les candidats. C'est voilà. Donc, vraiment, on réduit au maximum le process de recrutement. La durée maximale pour un process de recrutement aujourd'hui, c'est 1 mois. Donc, si vous êtes au-dessus d'1 mois, déjà en cumulant le délai de réponse au candidat lorsque vous recevez sa candidature, le délai pour lui proposer un entretien de recrutement, et ensuite, suite à ce premier entretien de recrutement, le délai jusqu'au deuxième entretien de recrutement, et ensuite le délai supplémentaire jusqu'à l'offre, le mois, concrètement, il peut assez facilement être dépassé. Moi, je vous invite vraiment à le réduire, parce qu'il faut savoir que pendant que le temps passe, notre cher candidat, qui est très prisé aujourd'hui, il est prisé par d'autres entreprises aussi, et des entreprises qui pourront potentiellement être plus réactives que vous. Alors, merci pour la question, Cyrielle. En fait, on a donc des études qui viennent de Universum, qui est donc un gros cabinet de conseil RH international sur les sujets liés à la marque employeur. Et notre deuxième étude, effectivement, je ne l'ai pas fait apparaître, mais c'est Hello Work, qui est un gros cabinet que vous connaissez aussi très probablement. Voilà.
Sur le sujet, quel est sur le sujet du personal branding, j'aime bien citer Socrate, qui est le premier à avoir parlé de réputation, en disant: «Quel est le moyen d'acquérir une bonne réputation?» Bah, c'est de se rendre tel que l'on veut paraître. Et comment se rendre tel que l'on veut paraître? Bah, il y a un outil qui est fabuleux pour ça et qui s'appelle LinkedIn. J'espère bien que parmi vous, tout le monde est déjà sur LinkedIn et vous voyez qu'il y a des personnalités, hein, je les appelle des personnalités, puisqu'au niveau RH, ils sont très influents, notamment mon ami Kamel Medjabra ici, qui travaille chez Decathlon, qui charte son profil, mais qui poste aussi très régulièrement sur ses réseaux. On a Charlotte Gouillard aussi chez Mazar, et globalement, toute l'équipe RH de Mazar poste très régulièrement. Muriel Nicou aussi, ou l'exemple de Damien, en haut à gauche, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques mois lors d'une formation, qui travaillait dans une filiale de chez Soprasteria. Son profil n'était pas du tout charté à la base, eh ben, on l'a charté et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus consulté que par le passé et surtout, ça fait entre guillemets honneur à la marque. Et quand un candidat consulte le profil de Damien, forcément, il peut beaucoup plus se projeter que lorsque ce profil n'est pas charté. Maintenant, j'ai quand même envie d'essayer de vous convaincre sur le fait de publier des contenus. Je vois qu'il me reste assez peu de temps et il y a le petit quiz qui arrive juste après, donc je vais accélérer un petit peu. On a ici un profil voilà, que je suis allé former il y a quelques temps, pendant la période Covid. C'est celui de Sébastien Laurent. Sébastien Laurent, à la base, il ne voulait pas publier sur LinkedIn et je lui ai dit, bah, écoute, si ça te dit, on fait un selfie avec toute l'équipe et tu publies ton premier post sur LinkedIn. On le voit ici, il y a eu beaucoup d'engagement, hein, 141 likes, 15 commentaires, des partages, de sorte que lui a pris goût en fait, hein, à avancer, à proposer des contenus. Et donc, bah voilà, il a posté sur tout un tas de causes. Pareil, au moment de son départ en vacances, avec tout autant d'engagement. Et en fait, c'est surtout cette slide qui m'intéresse. C'est le fait que lui et son équipe, à force de poster, ont obtenu de plus en plus de candidatures. Et notamment sur le site de Rouen, 65 candidats sont venus les voir, alors que lorsque je les ai rencontrés, bah, je peux vous garantir qu'ils n'avaient pas autant de candidats. Je vous prends un peu les dénominateurs communs des posts LinkedIn qui fonctionnent. Ce sont des photos, à l'idéal, des photos avec des vrais humains, une accroche un peu sympathique, une structure, voilà, en quelques petites étapes. Vous mentionnez des gens sur LinkedIn et vous mentionnez pourquoi pas même des entreprises qui vont voir passer le post avec une petite notification, qui seront incitées du coup à liker, à commenter. Et voilà, vous publiez autour de vos expériences positives. Là, on ne va pas avoir le temps de faire cet atelier, mais je vous invite quand même à aller consulter votre score de notoriété sur LinkedIn. Il est hyper utile. Et pour développer votre marque employeur, je vous invite à munir vos collaborateurs, vos collègues, de ce lien qui est donc votre SSI LinkedIn. Votre SSI LinkedIn, c'est donc votre score de notoriété, hein, je le disais, et d'influence sur LinkedIn. Il se décompose en plusieurs scores. Le plus important, c'est celui du milieu. Il faut arriver au plus proche de 100, on va dire. Et vous avez aussi en haut là, le classement dans votre secteur. Est-ce que vous êtes dans le top 1, dans le top 10, dans le top 50? Si vous êtes au-delà du top 50, c'est-à-dire que ce n'est pas un très bon score. Et par rapport à votre réseau, où est-ce que vous vous situez? Vous l'avez ici aussi. Donc, ce classement, il est hyper intéressant parce qu'il vous permet de savoir si vous êtes à la page ou pas sur LinkedIn et vraiment inciter vos collègues à développer leur personal branding et à consulter régulièrement leur SSI LinkedIn. Merci beaucoup pour le lien, très pratique puisque je n'ai pas pu le partager. Maintenant, voilà, il nous reste assez peu de temps. Vous pourrez encore une fois télécharger la présentation et le temps qu'il nous reste, je vous propose qu'on le consacre à ce petit quiz que je vous ai promis. Ce petit quiz, il va se passer sur une plateforme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kahoot. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour y accéder. Tac, commencer. Pour y accéder, c'est assez simple. Vous allez avoir ici un code PIN qui va s'afficher. Donc, vous pouvez rejoindre le jeu à l'adresse kahoot.it. Kahoot.it et puis renseignez tout simplement le code PIN du jeu. Ensuite, vous allez donc accéder à l'interface. Normalement, je devrais avoir les premiers joueurs qui apparaissent en ligne maintenant. Bah, bienvenue Jérém, bienvenue Justine, bienvenue Charlotte. Je vois que les gens se connectent petit à petit. Vous avez aussi le QR code qui vous permet de rejoindre le jeu, mais c'est quand même plus facile avec le kahoot.it. Et je vous rappelle du coup que la gagnante remportera ce bouquin, Marque employeur, mode d'emploi,
qui arrivera directement tout chaud dans la boîte aux lettres. Donc voilà, je vous laisse vous connecter. On est déjà à 25 inscrits. On se laisse encore 30 secondes. N'hésitez pas pour les retardataires à noter le code sur un bout de papier, sur votre smartphone, où vous voulez. Vous pourrez du coup rejoindre le quiz en cours de route et ça vous permettra aussi de participer. On se laisse encore quelques petites secondes. Je vois qu'il y a encore des inscrits. Et puis pour les, on va dire, pour les personnes qui ont envie de rester un petit peu après quelques minutes, j'ai vu qu'il y avait des questions, je vais quand même prendre le temps d'y répondre. Donc voilà, pas de pression. OK. Écoutez, je vous propose qu'on y aille. Pour les autres, notez bien le code PIN. De toute façon, il y a plusieurs questions, donc vous pourrez toujours rattraper les autres. Je vous le confirme. Let's go. Vous êtes pour le moment 44. Je démarre le quiz. C'est parti. Allez. Première question. Logiquement, on a à peu près tout vu, mais il y aura quand même quelques petites questions chance pour vous rattraper. Première question, la voici, la voilà. Quel est le principal critère de choix des profils IT? On l'a vu assez rapidement. Les profils IT, qu'est-ce qu'ils choisissent en général? C'est plutôt le travail ambitieux, l'ambiance de travail, le salaire de base, les perspectives d'évolution. Qu'est-ce qui les intéresse le plus, ces profils IT? Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse, le salaire de base. Bravo aux 17 personnes qui ont bien répondu. Jérém en tête, c'était le premier inscrit et du coup le premier du classement. Louisa ensuite et Marine. On continue. Question 2. Les candidats pensent qu'ils ont le pouvoir sur les recruteurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, à votre avis? Et surtout par rapport à ce qu'on s'est dit en tout début d'intervention tout à l'heure. C'est vrai, est-ce que c'est faux? La réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. Et la réponse, c'est évidemment faux. Les candidats, dans l'absolu en tout cas, pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir. Donc, il y a encore une carte à jouer. Marine qui atteint la 2e place, Charlotte la 3e, Julien et Sine en 5e position. Quel est le pourcentage de candidats, à quel pourcentage de candidats accepteraient un poste intéressant avec une bonne rémunération malgré des valeurs différentes de l'entreprise? Là, il faut vraiment que je reformule cette question. Mais vous avez compris l'idée, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, je ne sais pas si vous avez retenu le pourcentage. Ça termine par un 9. Ça peut vous donner un indice. Est-ce que c'est 39, 49 ou 59%? Et la bonne réponse, c'était 59%. Bravo aux 14 qui ont bien répondu. Bravo à Julie aussi qui a le plus grimpé, 19 places de gagné. Jérém toujours en tête, suivi de Marine et de Charlotte. Je vois notre trio de tête se dessiner. Quel est le nom de votre indicateur de notoriété sur LinkedIn? Et j'ajouterais que vous devez absolument investir. C'est votre mission fil rouge à partir d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le SSO, le SSI, le SSA ou le SSE? Attention au petit piège, on va dire. Des acronymes que vous connaissez déjà. Donc, votre indicateur de notoriété sur LinkedIn, c'était évidemment votre SSI, le Social Selling Index. Jérémy tient tête, suivi par Charlotte, Sine en 3e, Sylvie et Virginie. Rien n'est perdu pour les autres. Les articles en ligne sont plébiscités par 57% des candidats. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les articles en ligne sont plébiscités par 57% des candidats. Il vous reste 7 secondes pour répondre. Et la réponse, c'est évidemment la réponse vraie. Aussi simple que ça. Donc, plus de la moitié des candidats vont chercher des articles en ligne. Le classement ne bouge pas. Je sens qu'il y en a qui ont des connexions Internet qui dépotent, là, et puis des bonnes réponses, évidemment. Quel est le savoir-être le plus partagé par les étudiants? Est-ce que c'est l'esprit d'équipe, la communication, la proactivité ou la coopération? On en a parlé tout à l'heure, très rapidement, évidemment, mais bon, voilà. Tous ces savoir-être, d'ailleurs, sont des savoir-être reconnus par les étudiants eux-mêmes. Mais évidemment, c'était donc celui de la coopération qui était partagé par plus de la moitié des candidats. Et Sine qui arrive en première position. Alors, Jérém qui descend, voilà, qui peut toujours rattraper son retard. Charlotte, Sylvie, Virginie. Allez, tout va se jouer sur cette dernière question.
Vous devez absolument investir votre marque employeur dès maintenant. Petit indice, tout est dans le absolument, en lettres majuscules. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus clair. Là, on est sur un test de rapidité. C'est clair. On a 39 réponses. Parce qu'il y en a qui ont abandonné là. Il y a des gens qui ne répondent plus. Et oui, on n'a que des bonnes réponses. Et donc, le podium est le suivant. On applaudit du coup de loin Sylvie. Bravo pour la troisième place. Deuxième position, Charlotte. Félicitations. Et la première place est attribuée à, tadadam, roulement de tambour, à Sine. Bravo, félicitations. Du coup, vous ou tu, je ne sais pas, moi j'ai tendance à tutoyer les gens, à gagner en tout cas le bouquin. Et je propose du coup que vous m'envoyez votre adresse via LinkedIn. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on reste en contact. N'hésitez pas à aller quand même répondre à ma petite question hein, sur la story Instagram sur le @marque employeur, tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je partage régulièrement des tas de conseils RH sur le monde du travail, plein d'actualités. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. Un grand merci en tout cas pour votre attention. Je vais rester juste 2 petites minutes pour les personnes qui auraient posé des questions. N'hésitez pas si ça vous intéresse et pour y répondre. Et puis, bah, voilà, on reste connecté sur LinkedIn, évidemment. Bonne fin de journée. Et du coup, non, les 5 premiers n'ont pas le livre, hein, juste ça. Alors, j'avais quelques questions. Dans le nombre